La mariée se moquait du marié en russe, pour que personne ne le sache. Mais sa mère était traductrice. C'était une de ces journées trop belles au dehors pour révéler ce qu'elle cachait au dedans. Et c'est justement derrière une porte entr'ouverte que tout a commencé à s'effondrer. Monique n'avait pas l'intention d'écouter. Elle s'était simplement rendue dans le couloir du domaine de réception pour adresser quelques mots tendres à la mariée avant la cérémonie, comme toute mère le ferait le jour du mariage de son fils. Une chose simple, gentille, le genre de geste qu'elle avait toujours fait, sans rien attendre en retour. Mais lorsque sa main a touché la poignée de la porte où Chloé se préparait avec ses demoiselles d'honneur, les voix venant de l'intérieur l'ont arrêtée. Ce n'est pas le ton qui a attiré son attention, c'était la langue, le russe. Elle reconnaîtrait ce son n'importe où dans le monde. Elle y avait consacré 32 ans de sa vie. Monique est restée immobile dans le couloir. La porte était entr'ouverte, une fente de lumière coupant le sol près de sa chaussure. Elle n'est pas entrée. Elle n'a fait aucun bruit. Et pendant qu'elle écoutait, l'expression sur son visage changeait lentement, comme quelqu'un qui lit une lettre et ne mesure l'ampleur de la blessure que ligne après ligne. Parce que les mots qui étaient prononcés n'avaient rien de beau. Revenons un peu en arrière. Chloé et Nicolas s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt, un samedi après-midi chez des amis communs. Elle était la fille d'une famille qui avait toujours tenu à montrer ce qu'elle possédait. Une grande maison avenue Montaigne, à Paris, une voiture changée tous les 2 ans, des voyages pendant les vacances de juillet et de janvier. Lui avait grandi à Provins, une petite ville de province, avec sa mère et 2 frères, apprenant très tôt que les choses se conquièrent par le travail et la patience. Quand les deux s'étaient rencontrés ce samedi après-midi, Nicolas s'était senti mal à l'aise. Chloé était jolie, bavarde, avec un rire qui remplissait n'importe quelle pièce. Il était tombé amoureux vite, avec la même franchise qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Elle avait mis plus de temps, ou du moins c'est ce qu'il avait semblé à l'époque. Monique avait vu tout cela de près depuis le début, avec ses yeux de mère qui remarquent ce que les amoureux ne parviennent pas à voir. Mais elle s'était tue. Nicolas était un homme adulte, épanoui, heureux d'une manière qu'elle ne lui avait pas vue depuis longtemps, et elle ne voulait pas être cette mère-là, celle qui est toujours dans les pattes, celle qui n'approuve jamais, celle que le fils traînera comme un fardeau pour le reste de sa vie. Alors, elle avait retenu ce qu'elle ressentait. Elle avait ravalé ses doutes. Elle avait souri sur les photos et aidé à disposer les décorations de la table de la fête prénuptiale. Mais là, dans ce couloir, la main suspendue près de la poignée, elle payait le prix d'être restée trop longtemps sans rien dire. Chloé était en train de discuter avec ses 2 demoiselles d'honneur, Juliette et Inès, des amies de longue date, brunes et rieuses comme elle, dans des robes simples couleur sable. Et les 3 riaient, un rire léger, insouciant, le genre de conversation qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissent très bien et se sentent trop à l'aise pour peser leurs mots. Chloé a dit que Nicolas ressemblait à un petit garçon effrayé, attendant son premier jour d'école, que lorsqu'elle avait regardé par la fenêtre de la salle de préparation, il était dehors dans le jardin, la cravate de travers, n'arrêtant pas de la rajuster et de la déranger. Elle a imité sa façon de marcher, nerveuse, les épaules tendues. Les amis ont ri de plus belle. Puis elle a dit que la famille de Nicolas était arrivée avec cet air de province qu'on reconnaît de loin, que sa tante avait fait une réflexion sur le traiteur beaucoup trop cher, comme si c'était un défaut. Et puis, d'une voix un peu plus basse, elle a dit une phrase que Monique a entendue avec une clarté cruelle. « Au moins, il va me donner de la stabilité. » J'ai dû m'arrêter quand j'ai lu ce passage pour la première fois. Je suis resté un moment sans bouger avant de continuer, parce que cette phrase a une froideur qu'on ne s'attend pas à entendre le jour d'un mariage. Et ce qui vient ensuite est encore pire. L'amie Juliette a dit quelque chose d'une voix plus basse, sur un ton interrogateur, et Chloé répondit avec une légèreté qui glaça Monique. « Regrettez quoi ? Au moins, la vieille fouine va devoir m'appeler sa belle-fille maintenant. » Elle parlait de Monique, sans savoir qu'elle se tenait de l'autre côté de la porte, sans savoir que chaque syllabe était comprise. Monique retira sa main de la poignée lentement. Elle recula d'un pas, colla son dos au mur du couloir et resta là, immobile, à respirer. Elle était née dans une famille modeste, dans une ville littorale, fille d'un pêcheur qui avait tout juste terminé l'école primaire et d'une mère couturière qui rêvait grand pour ses enfants.
Elle avait étudié les langues par amour, l'amour véritable, celui qui n'a pas besoin d'explication. Jeune, elle avait été la première de sa famille à aller à l'université, et elle avait choisi une licence de lettres et traduction parce qu'elle voulait comprendre le monde à travers les mots que les autres utilisaient. Le russe était venu plus tard, dans une spécialisation que personne autour d'elle ne comprenait pourquoi elle faisait. Mais elle savait. Il y avait dans cette langue quelque chose qui semblait fait de couches, comme un oignon de signification qu'on épluche toute sa vie sans jamais en voir le bout. 32 ans plus tard, elle avait traduit des classiques de la littérature que les gens connaissaient de nom sans jamais les avoir lus. Elle avait travaillé avec des maisons d'édition, des festivals littéraires, des professeurs d'université qui sollicitaient son avis comme si elle était la source. Elle avait élevé son fils seule après le départ de son mari, et elle avait payé l'école de Nicolas, les livres, la réparation du vélo, la fête de 18 ans de sa nièce, tout cela avec ces mots que personne dans le quartier ne savait ce qu'ils étaient. Et maintenant, elle était là. À entendre la femme qui allait épouser son fils la traiter de vieille fouine, en russe, en croyant que personne ne le saurait jamais. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Elle se rendit aux toilettes du domaine de réception, ferma la porte avec précaution et resta quelques instants devant le miroir. Le rouge à lèvres vermillon qu'elle avait mis ce matin-là semblait déplacé à présent. Ses cheveux blonds aux reflets argentés, soigneusement coiffés. La robe rouge qu'elle avait choisie parce que son fils avait dit qu'elle était magnifique dedans, qu'elle devrait porter cette couleur plus souvent. Elle respira profondément. Elle avait deux options. Se taire et assister au mariage de son fils en sachant ce qu'elle savait. Ou faire quelque chose. Et Monique, en ses 62 ans de vie, n'avait jamais été douée pour se taire quand quelqu'un qu'elle aimait était sur le point de se blesser. Elle se dirigea vers le côté du domaine où se trouvait Nicolas. Elle le trouva dans un couloir plus écarté, rajustant sa cravate pour la énième fois devant un miroir mural. De dos, en costume sombre, les épaules légèrement voûtées de cette façon qu'il avait depuis l'adolescence quand il était nerveux. Quand il la vit dans le reflet, il esquissa un large sourire. « Maman, je vais bien. Arrête de me regarder comme ça. Nicolas, il faut que je te dise quelque chose. » Le sourire disparut. Il se retourna. Il connaissait bien ce ton. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne savait pas comment commencer. On ne sait jamais dans ces moments-là. Les mots justes semblent exister quelque part mais restent hors de portée précisément quand on en a le plus besoin. Depuis quelques années, je te regarde, toi et Chloé, et je ressens quelque chose que je n'arrive pas à nommer vraiment. Je n'ai jamais rien dit parce que je ne voulais pas être la mère qui gêne. Mais aujourd'hui, il y a un instant, j'ai entendu quelque chose dans le couloir là-bas. Nicolas croisa les bras. « Maman, laisse-moi finir. » Il resta silencieux. Elle raconta. Elle ne répéta pas tout mot pour mot, parce que ce n'était pas ça qui comptait. Elle raconta qu'elle s'était arrêtée devant la porte. Elle raconta la langue. Elle raconta qu'elle comprenait le russe. Elle raconta ce qui avait été dit. La partie sur la stabilité, la partie sur lui et la partie sur elle-même. Le silence qui suivit était différent de tous les autres silences qu'elle avait connus. Il resta immobile pendant un temps qui parut bien plus long qu'il ne l'était en réalité. Sa cravate était de travers, encore une fois. Il n'y toucha pas. « Tu es sûr de ce que tu as entendu ?»« Nicolas, j'ai traduit Tolstoï pendant 15 ans. » Il faillit rire, mais il ne rit pas. « Elle a peut-être parlé pour parler, maman. Les gens disent des choses quand ils sont nerveux. Tu sais comment c'est, la pression du jour. Peut-être. Et j'ai prié pour que ce ne soit que ça. » Monique posa la main sur le visage de son fils, comme quand il était petit et s'était cogné la tête contre un coin. Mais la façon dont elle a parlé, ce n'était pas de la nervosité. C'était de la légèreté. C'était la manière de quelqu'un qui est à l'aise en disant ça, tu vois. Comme quand on dit une opinion qu'on a depuis longtemps et qu'on trouve enfin l'espace pour la lâcher. Nicolas détourna lentement le visage, pas avec colère, avec cette douleur particulière de celui qui essaie de ne pas croire à une chose qui le convainc déjà. « Je connais Chloé. Tu connais la Chloé qu'elle te montre. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux deux. Il y a des choses qu'on entend et qu'on sent reconnaître de quelque part.
Ce moment, ce jeu entre ce qu'on veut croire et ce qu'on sait déjà au fond de soi, je crois que tout le monde est passé par là d'une manière ou d'une autre, et c'est douloureux d'une manière très particulière. Nicolas demanda à sa mère de rester là et alla lui-même jusqu'à la chambre où Chloé se préparait. Il frappa 2 fois. La demoiselle d'honneur Inès ouvrit, sourit en le voyant, s'apprêta à dire qu'il ne pouvait pas entrer, que ça portait malheur. Il lui demanda d'appeler Chloé un instant, juste un instant. Chloé sortit avec ce sourire léger de quelqu'un qui s'attend à entendre une déclaration avant la cérémonie. Elle était magnifique, vraiment. Ses cheveux sombres relevés, avec ce long voile qu'elle avait choisi pendant des mois. La robe était simple et élégante à la fois, du genre qui n'a pas besoin d'attirer l'attention parce qu'elle le fait naturellement. C'était une belle femme et elle le savait. « Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu ne peux pas me voir comme ça avant. Tu as appris le russe. » Le sourire vacilla une fraction de seconde, rien qu'une fraction de seconde. Mais Nicolas le vit. « Quoi? Tu prends des cours de russe avec Juliette et Inès. Depuis quand? » Elle eut un petit rire qui sonna un peu artificiel. « Mon Dieu, Nicolas, d'où ça sort? On a appris quelques phrases. C'était un truc bête, une blague. » « Quelle phrase? Des trucs au hasard. Pourquoi tu me demandes ça maintenant, à un moment pareil? » « Parce que ma mère t'a entendu. » La légèreté sur le visage de Chloé disparut d'un coup. Elle regarda sur le côté, comme quelqu'un qui vérifie s'il y a quelqu'un dans le couloir. Puis elle le regarda de nouveau. « Ta mère ne parle pas russe. Elle a traduit de la littérature russe pendant 32 ans. » Le silence qui s'installa là fut différent de tous les autres silences de cette matinée. Plus lourd, plus réel. Chloé ouvrit la bouche et la referma. Elle l'ouvrit de nouveau. « Je n'ai rien dit de mal, Nicolas. C'était une conversation entre amis. Tu sais comment c'est, on dit des choses. Tu as dit que j'allais te donner de la stabilité. » Elle ne répondit pas immédiatement. Et dans son hésitation, il trouva la réponse qu'il ne voulait pas trouver. « C'est ça que je suis pour toi? De la stabilité? » Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça nous aide beaucoup, nous qui commençons. Bref, je continue. Chloé soupira. Et dans ce soupir, il y avait une sorte de reddition. Sa voix devint différente, plus basse, plus réelle, moins calculée, comme si le masque du jour de la mariée avait un peu glissé. « Nicolas, je t'aime bien, vraiment, je t'aime bien. » Aimer bien et aimer, ce sont des choses différentes. Parfois, l'amour ne suffit pas pour toute une vie. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui soit solide, fiable, qui... Je t'ai demandé si tu m'aimes. Elle resta à le regarder. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'il reconnut avec difficulté. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une confusion très ancienne qu'elle n'avait jamais résolue. Peut-être n'avait-elle jamais permis à quiconque de lui poser cette question avec cette clarté. « Je crois que oui, dit-elle enfin. Mais je ne sais pas si c'est d'une manière qui te mérite. Parfois, l'honnêteté arrive à un moment où le monde autour de soi est tout organisé pour qu'on n'ait pas besoin d'être honnête. Le domaine de réception est décoré, les invités sont assis, le prêtre attend. Et pourtant, elle est venue. Ça fait très mal. Mais ça vient. » Nicolas la regarda longuement, puis il hocha lentement la tête, comme quelqu'un qui garde une chose en soi avant de décider quoi en faire. « Tu aurais dû me dire ça avant. Bien avant. » « Je sais. Et qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Chloé regarda vers le bas, vers la robe, vers ses propres mains, vers le voile qu'Inès avait fixé avec tant de soin ce matin-là. Quand elle releva les yeux, il y avait quelque chose de différent en eux. Une clarté difficile, de celle qui coûte cher. « Je crois que je ne sais pas ce que je veux. Et me marier sans le savoir, ce n'est pas juste pour toi. » Nicolas resta immobile un moment. Puis il retira lentement sa cravate, cette cravate qu'il avait ajustée une dizaine de fois depuis son réveil, et la plia avec soin, la mit dans la poche de sa veste. « Alors on ne se marie pas aujourd'hui. » Ce n'était pas une question. C'était une décision. Calme, ferme, de la manière dont il prenait ses décisions quand il était sûr de ce qu'il faisait. Chloé ne dit rien, mais ses yeux s'emplirent d'eau, et il fut impossible de savoir si c'était du soulagement ou du regret, ou les deux vivant au même endroit en même temps. L'organisatrice fut appelée à voix basse. La famille proche fut prévenue avec précaution. Il n'y eut pas de scène, pas de cris dans le domaine de réception.
Seulement la nouvelle qui se répandit lentement entre les tables, comme une pierre qui s'enfonce dans l'eau, sans bruit, mais changeant tout autour d'elle. Monique resta assise sur une chaise du couloir extérieur pendant tout ce temps, les mains sur les genoux et les yeux fermés. Elle ne savait pas si elle avait fait la bonne chose. Ce doute, le soupçonnait-elle, allait mettre du temps à s'en aller. Quand Nicolas apparut, il vint en marchant lentement, sans sa cravate, l'expression fatiguée, mais entière. Il s'assit à côté d'elle. Il ne dit rien pendant une minute entière. Puis il posa sa tête sur l'épaule de sa mère, comme quand il était enfant et qu'il était tombé, et qu'il allait vers elle, sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Elle posa sa main sur ses cheveux et resta ainsi. « Tu crois que je vais m'en sortir ?» demanda-t-il. « Je crois que oui, » dit-elle. « Pas aujourd'hui, mais ça viendra. » Ils restèrent là un moment dans ce couloir vide, tandis que le domaine de réception à côté était plein de voix confuses, et que le soleil, dehors, continuait d'être indifférent, beau, comme si rien ne s'était passé. Chloé partit avec ses amis sans trop de cérémonie, le voile retiré avec soin par Juliette avant de sortir. Dans les semaines qui suivirent, elle appela Nicolas quelquefois. Il répondit. Ils parlèrent vraiment, peut-être pour la première fois sans la pression d'aucune organisation derrière eux. Elle dit qu'elle avait besoin de comprendre certaines choses en elle avant de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Il dit qu'il comprenait. Et il comprenait vraiment. Quelques mois plus tard, par des chemins différents et pour des raisons qui lui étaient propres, Chloé commença une thérapie. Il y avait beaucoup de choses qu'elle devait regarder avec plus d'honnêteté, des choix faits par peur, des relations construites sur des calculs qu'elle ne s'était jamais avouées à elle-même. C'était un long chemin, mais c'était le sien. Nicolas, quant à lui, découvrit ce jour-là quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver, qu'il était capable d'entendre une chose qui détruisait tout un projet sans se détruire lui-même avec, qu'il y avait une différence entre la vie qu'on imagine et la vie qui est bonne pour nous, que cette différence parfois vaut plus que n'importe quelle cérémonie. Quant à Monique, elle rentra chez elle ce soir-là, avec la robe rouge et le rouge à lèvres un peu fané. Elle réchauffa la soupe qu'il restait de la veille, s'assit à la table de la cuisine et resta un moment à regarder par la fenêtre. Dehors, le voisinage était silencieux. Une lune ronde et froide dans le ciel sombre. Elle ne savait pas si elle avait fait la bonne chose, elle ne savait pas encore, mais elle savait que, si elle restait silencieuse, elle porterait ce poids bien trop longtemps. Et elle était assez âgée pour comprendre que certains poids, on ne peut pas les porter éternellement. Que parfois le geste le plus courageux n'est pas le plus confortable. Et que l'amour d'une mère, ce n'est pas seulement serrer dans ses bras quand tout va bien, c'est aussi avoir le courage de parler quand ça ne va pas. Le lendemain, Nicolas est apparu chez elle tôt le matin. Il a frappé à la porte sans prévenir, comme il l'avait toujours fait toute sa vie. Il avait 2 brioches au sucre bien chaudes dans un petit sac en papier achetées à la boulangerie du coin près de chez elle. Il s'est assis à la table de la cuisine, du même côté que depuis son enfance, et a poussé une des brioches vers elle sans dire un mot. Après un moment, il a dit « Merci ». Elle n'a pas demandé pourquoi, elle savait. Et cette brioche, en ce matin ordinaire de semaine, valait plus que tout ce qu'elle aurait pu accomplir en 32 ans à traduire les mots des autres. Fin de l'histoire. Quelle histoire, les amis? Je pense au poids que Monique a porté dans ce couloir, obligée de choisir entre protéger son fils et ne pas être cette mère qui s'en mêle. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous parlé? Dites-nous dans les commentaires, parce que ces histoires ne sont complètes que lorsqu'on en parle ensemble. Merci beaucoup pour votre compagnie aujourd'hui, vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un like et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires qui arrivent.